D'abord, je vous remercie de m'avoir invité pour parler parmi vous. Juste pour avoir une idée des chiffres statistiques, dont certains sont révélateurs d'une politique particulière par rapport à l'adoption. Tout d'abord, le chiffre sur le plan des adoptions en France est un chiffre qui est en constante diminution. Actuellement, il doit y avoir aux alentours de 3000 adoptions par an en France, en sachant qu'il y en a entre 3 et 4000, 3500, en sachant qu'il y en a environ 700 à 1000 de pupilles d'État. Donc il y a actuellement une majorité d'adoptions qui viennent de l'adoption internationale. Donc ça, c'est un phénomène qui n'a pas cessé de s'accentuer pendant ces 20 dernières années. Et donc ces chiffres ont des conséquences, c'est-à-dire que les couples en demande d'enfants sont de moins en moins bien préparés aux réalités de ces enfants venant de l'adoption internationale. Et là, il y a une véritable évolution à faire par rapport à cela. Donc pour vous donner une idée du nombre de personnes demandeuses, c'est-à-dire qui ont un agrément en France, c'est 28 000 personnes qui ont un agrément en cours de validité. Donc vous voyez un peu la différence entre les 28 000 personnes qui ont un agrément en cours de validité et ça ne marche pas, voilà, et c'est 3 000 à 3 500 adoptions en France. Il faut savoir que dans le monde entier, au niveau du nombre d'adoptions par an d'enfants dans le monde, il y en a 32 000. Donc là encore, ces chiffres permettent aussi de casser un certain nombre de préjugés par rapport sur le fait qu'il y aurait énormément d'enfants adoptables dans le monde. En fait, il y en a très très peu. C'est-à-dire, il y a souvent cette image d'institutions qui sont bourrées d'enfants qui ne demandent qu'une chose, c'est être adoptés. En fait, il y a très peu d'enfants adoptables sur un plan juridique d'abord, parce que c'est très important qu'un enfant adoptable est un enfant qui est légitimé dans ce parcours, dans ce processus. Et donc ça, c'est le plan de l'adoptabilité juridique. Et puis, il y a l'adoptabilité psychique. Il y a le fait que l'adoption n'est pas forcément la solution la plus adaptée pour certains enfants venant de l'adoption internationale. Et là, nous aurons l'occasion d'en parler. Mais voilà, ces quelques chiffres vous permettent de situer un peu les choses. C'est-à-dire qu'en fait, pour un enfant adoptable dans le monde, il y a environ 50 à 100 personnes qui peuvent demander l'adoption de cet enfant. C'est-à-dire qu'il y a un véritable choix qui est possible de faire, et que si les couples ou si les personnes n'adoptent pas un enfant parce qu'ils ne s'en sentent pas capables par rapport à ce profil d'enfant, il y aura sans doute d'autres groupes qui pourront faire cela, ce qui permet déjà de donner une idée très importante, c'est-à-dire qu'on n'adopte pas par culpabilité, et ça c'est vraiment quelque chose d'important, ni par motivation humanitaire. On n'adopte pas pour sauver un enfant, on adopte pour construire une famille. Donc voilà déjà un peu de ces éléments introductifs. On va peut-être passer le micro à Olivier Bernard, le faire passer. Et voilà, Olivier Bernard, vous êtes donc le président de Médecins du Monde, vous êtes aussi médecin pédiatre, je le signale au passage. Est-ce que les chiffres que vient de donner Pierre Lévy-Soussan expliquent en eux-mêmes certaines dérives qu'on connaît au niveau de l'adoption dans le monde? Bon, l'Arche de Zoé, on a tous ça en tête, ça va durer encore longtemps parce que ça a beaucoup marqué l'opinion, mais vous-même vous avez une vision de par votre fonction sur d'autres territoires comme Haïti plus récemment, le Vietnam par exemple. Est-ce que les chiffres donc qui viennent d'être donnés expliquent en eux-mêmes les dérives importantes et graves qu'on a pu connaître, qu'on connaît encore? Merci beaucoup, moi également, de m'avoir invité. Il se trouve que, à double titre, en tant que président de Médecins du Monde, donc, qui est le premier organisme agréé pour l'adoption en France, de ce fait, je porte une certaine responsabilité sur ces questions, et du fait également de mes fonctions professionnelles. Je suis pédiatre hospitalier, donc de ce fait également confronté à ces questions. Moi, j'ai pas beaucoup de réponses, j'ai beaucoup de questions, et je suis content d'être là et de pouvoir en débattre avec vous. Alors oui, les chiffres, et je vais y revenir, à mon avis, sont un élément central pour débuter ce débat. Je ne sais pas s'ils expliquent les dérives éthiques, en tout cas, je pense qu'ils doivent être à un moment donné posés comme des éléments pouvant expliquer certains risques de dérive. Alors, on l'a dit, et je vais redonner quelques éléments historiques pour compléter ce qui vient dit précédemment. L'adoption à l'international en 2004-2005. Donc on n'est pas...
Il y a 30 ans, en 2004-2005, 45 000 adoptions à l'international par an dans le monde. Après, je vais venir au niveau local. 45 000 adoptions par an en 2004-2005 dans le monde, 25 à 30 000, on dit 30 000 en 2010. Donc on voit bien une diminution massive de l'adoptabilité, de l'adoption à l'international. Ça, c'est un premier élément. Au niveau national, je citerai que les chiffres de l'adoption internationale, parce qu'on vient de donner l'ensemble des chiffres avec les pupilles et l'adoption à l'international. En 2009, 3 000 enfants à l'international par an, en 2009. En 2011, 2000. Donc vous voyez comment, en 2-3 ans, diminution très importante. Et ensuite, je viens à notre niveau, en 2004, 320 enfants adoptés à l'international via un OA comme Médecins du Monde, en 2004, 320. En 2011, 131. Et là, je vois toutes les équipes de l'adoption qui sont de Médecins du Monde, qui sont confrontées à cette question. Donc, c'est des chiffres qui corroborent ce que vous dites, mais c'est juste pour à un moment donné poser le débat. Parce qu'à mon avis, cet élément-là est nécessaire pour poser les éléments du débat. On l'a dit, à peu près 30 000 agréments. Okay. Donc l'enjeu majeur pour moi et pour les équipes qui sont en première ligne, via des OA ou des praticiens, c'est comment on fait avec cet incroyable, ce creusement massif entre la demande, et je vais être dans un discours quasi économique, entre la demande et l'offre. Et à partir de là, oui, je considère qu'il y a des risques. À cet endroit-là, il y a des risques, on ne peut pas annuler ces risques. Je pense que notre responsabilité, en tant que responsable d'OA, en tant que praticien, c'est de minimiser ces risques. On ne va pas les annuler. Je crois que nous avons un certain nombre d'outils pour minimiser ces risques, et à mon avis, c'est un peu ce dont on va débattre là-dedans. Alors, très rapidement, pour poser le débat également, qu'est-ce qu'une ONG comme Médecins du Monde est venue faire dans l'adoption? Parce que ça, en soi, c'est une question. Ça, c'est une... Pourquoi une ONG comme Médecins du Monde est venue dans l'adoption? Pourquoi je prends ce temps pour le dire? Parce qu'à mon avis, ça pose aussi certains des éléments du débat. Ça date de 1988, c'est un de mes prédécesseurs, à un moment donné, qui ont considéré, et je pense que c'était un élément fondateur dans l'adoption internationale, que l'adoption à l'international était un des éléments parmi d'autres des mécanismes de protection de l'enfance. Donc on renvoie bien à l'adoption comme l'un des mécanismes de protection de l'enfant, c'est-à-dire qu'un enfant en difficulté, on va essayer de lui trouver une famille, et non l'inverse. Comme le fait qu'une famille en désir ou en besoin d'enfant, on va essayer de lui trouver un enfant. Donc là, je pense qu'il y a vraiment une dialectique donc, sur ces éléments quantitatifs off-demande, et à un moment donné, sur ces éléments plus de nature qualitative, on est bien sur une démarche de protection de l'enfance, cadrée par 2 textes internationaux, la Convention des droits de l'enfant et la Convention de la Haye, et j'aime citer parce qu'elle est importante, je le lis, l'adoption est avant tout une mesure de protection de l'enfant privé de famille. L'intérêt de l'enfant doit être la considération primordiale dans toutes les procédures qui le concernent. Il n'existe pas de droit à l'enfant, ni de droit à adopter. Voilà donc 2 éléments pour moi importants pour poser les termes du débat. Sophie Marinopoulos, Olivier Bernard parlait de l'agrément au début de son discours. Alors évidemment, l'agrément, ça peut être vu comme une procédure purement administrative, il faut nous en dire un mot, parce que c'est très important. Il disait que ça pouvait éviter peut-être certaines dérives. Seulement, l'agrément, ce n'est pas qu'une procédure administrative. C'est voir ça par le petit bout de la lorgnette, si on le voit comme ça. J'aimerais que vous nous expliquiez tout ça. Il parle du parcours du combattant, qui voit ce dispositif du côté administratif, alors que nous sommes dans un travail de collaboration avec les parents pour essayer de voir quelle disponibilité psychique il va pouvoir va faire naître finalement une fécondité psychique. On oublie complètement qu'avoir un enfant, c'est pas simplement pouvoir fabriquer un enfant physiquement, physiologiquement. Et d'ailleurs, dans les filiations biologiques, on voit aussi des impasses et des échecs filiatifs. On en est, nous les cliniciens, sans cesse confrontés. Vous-même, dans les débats publics ou dans les faits divers, vous voyez bien qu'il y a des tas d'histoires où un enfant est né dans une famille et il n'a pas pu en devenir le fils ou la fille, c'est-à-dire la transformation, ce qui a permis à l'enfant de s'originer dans l'histoire familiale, n'a pas pu se faire. Donc,
l'agrément vient occuper une place dans le processus psychique. C'est vraiment un chemin vers l'enfant. C'est un temps où les parents peuvent se questionner durant cette maturité. Souvent, les parents disent oui, les parents ceux qui font des bébés tout seuls sous la couette, on leur demande rien. Alors, on leur demande rien. Après 25 ans en maternité, on leur demande pas rien. Quand une femme est enceinte et que son compagnon, son mari l'accompagne, qu'il ne se passe rien dans leur tête, alors là, je crois qu'il y a une erreur ou un leurre. Il y a une transformation à la minute où on annonce l'arrivée d'un enfant, il y a une transformation énorme. C'est une espèce de... Ça commence par un chaos, un bouleversement. Et il ne faut pas moins de 5 minutes pour une femme en consultation qui est enceinte pour qu'elle nous parle de sa mère. Première chose. Soit pour dire, non, bah alors moi, ma mère, pas de question que je sois comme ma mère, parce que alors vous verriez, ma mère, c'est catastrophique. Ou au contraire, dire, ma mère, c'est quelqu'un d'absolument incroyable. Elle parle de leur mère, le père vient après. C'est quelqu'un d'incroyable, j'aimerais tellement lui ressembler. C'est-à-dire que d'emblée, on voit que la maternité et la paternité, le sentiment d'aller vers un statut maternel ou paternel, ça se construit, c'est historique, ça s'ancre dans une histoire et c'est interprétatif. C'est-à-dire qu'on va interpréter sa propre histoire. C'est tout sauf instinctif, bien entendu. Ce sera un déclic comme ça tout d'un coup qui fait qu'on pourrait adhérer et que cet enfant arriverait à le transformer. Non, c'est vraiment une transformation extrêmement importante. Et c'est cette modification, cette transformation dans un contexte, certes, il y a du subjectif, certes, on va fabriquer socialement une grossesse psychique pour ces situations adoptives, mais pour autant, c'est véritablement un temps pour les parents futurs, un temps pour les enfants à venir et un temps pour la famille en construction. Il est fondamental, personnellement je le défends, il arrive que l'on dise à des parents, des futurs parents, que ce n'est pas un projet pour eux et qu'ils ont construit une histoire qui marche bien et que cet enfant-là va venir détruire sans doute quelque chose qui fonctionne. Alors, ça paraît difficile de le dire comme ça, on pourra en débattre et en discuter, mais on ne peut pas faire un métier comme le nôtre de clinicien si on refuse de voir les impasses filiatives et familiales et si on n'a pas le courage de les affronter et d'en parler. Ça m'est arrivé de refuser des agréments. À ce jour, je le fais en collaboration, et nous le faisons, puisque nous travaillons beaucoup ensemble avec le Dr Pierre Lévy-Soussan, en collaboration avec les couples et les personnes célibataires qui viennent nous voir, et on peut évoquer avec eux les raisons pour lesquelles ça ne semble pas possible. Et dernière chose sur... Non, je ne vais pas vous interrompre, c'est au contraire vous relancer. À ce stade, je suis chargé de poser des questions, imaginer les questions que le public pourrait poser et aussi inciter le public à en poser, à intervenir à tout moment dans le débat. Très techniquement, très basiquement, c'est sur quelle grille que vous faites cette évaluation? Alors, je ne demande pas ça de façon exhaustive parce que sans doute on pourrait y passer l'après-midi, mais quels sont les grands critères? J'imagine que là aussi c'est balisé. Alors, comme on s'est mis d'accord, c'est pas avec la tête du client, on travaille tout le temps en binôme et on s'était mis d'accord pour que Pierre Lévy-Soussan nous donne les critères, donc je ne vais pas te prendre. Oui, vous avez vu, on s'est organisé. Vous êtes redoutable. On est redoutablement organisé. Juste comme il fallait. Oui, je vous en prie. Et je voulais juste dire parce que M. Bernard parlait de minimiser les risques, l'agrément, justement, c'est un outil préventif, c'est un outil de prévention, c'est une procédure préventive qui permet en effet de pouvoir garantir au mieux un équilibre familial à venir. J'ai été très marquée par le sommet africain il y a 2 ans à Ouagadougou, au Burkina Faso, où j'avais été invitée pour venir parler de l'adoption. J'ai été très marquée de l'image qu'ils ont de la France, de ce qu'ils fantasment sur la France, de ce qu'ils disent sur nous, de ce qu'ils disent sur nos agréments. Et je pense qu'en effet, on a un vrai travail éthique. En un mot, ils nous font remarquer que d'abord, on donne des agréments à tout le monde et qu'en France, c'est facile, c'est politique. Voilà. Donc, même si on dit non, il y a un jour, on dit oui parce qu'on a un copain quelque part qui se balade dans un monde un peu plus décideur et qu'on arrive à avoir un agrément. Pas facile de dire le contraire quand on sait qu'après un refus d'agrément donné par des cliniciens, vous faites appel et vous avez votre agrément. Je ne parle pas de la demande de changement d'assistante sociale ou de psychologue qui me semble tout à fait justifiée. On peut tout à fait être mis à mal
on n'est pas obligé d'aimer tout le monde et on peut se sentir mal avec une équipe. Je trouve ça très bien qu'on puisse changer d'équipe, c'est autre chose. C'est une fois que les équipes ont posé un avis, on nous fait pression, nous les professionnels, et si nous résistons, eh bien on passe au-dessus de notre avis et on donne un avis. Donc les Africains, ils le savent. Donc ils savent qu'il y a tout et n'importe quoi, entre guillemets, veuillez m'excuser de la rapidité de mes propos. Ça c'est une première chose. Deuxièmement, ils savent aussi que nos petits-enfants nés sur le territoire français, on ne les donnera pas à des familles qui ont plus de 40 ans. Par contre, nous ne sommes pas dérangés pour donner des agréments à des personnes de 50 ans, 60 ans, et bien entendu, ils peuvent aller en Afrique chercher un petit Africain, parce que pour un petit Africain, c'est pas très grave d'avoir un parent plus âgé. Je caricature, on en est d'accord, mais c'est quand même ce qui nous est renvoyé, à savoir pourquoi est-ce que vous, les agréments que vous donnez, pourquoi est-ce que vous ne donnez pas de bébés à des personnes qui ont 50-60 ans? Pourquoi est-ce qu'ils viennent chez nous? Dans ces cas-là, même chose pour les personnes célibataires, etc. Donc on a vraiment intérêt, nous, au niveau de notre éthique, à construire une éthique visible. Quand j'ai été à ce, et je termine là, quand j'ai été à ce congrès, à ce sommet africain, ils ont commencé le sommet, tout le monde était debout, ils ont commencé le sommet sur une chanson sur l'arche de Zoé. Mais alors, j'en aurais pleuré. Hein, c'est-à-dire, ils étaient tous morts de rire, mais alors moi, pas du tout. Hein, ça a commencé comme ça, je ne sais pas si vous étiez là, monsieur Bernard, c'était catastrophique en nous, alors les petits Français, enfin bon, bref, ils se sont moqués de nous. Mais en même temps, je me suis dit, après avoir été profondément vexée, je me suis dit, c'est vrai qu'il y a une visibilité, ça ne va pas, il faut absolument qu'on travaille ensemble sur une éthique de l'adoption. Sur ce plan de l'absence d'homogénéisation sur les différents conseils généraux, vous avez 200% raison. Hein, c'est-à-dire qu'il faut savoir qu'il y a une telle disparité que 2/3 des départements ont entre 0 et 10% de refus. C'est-à-dire dans 90 à 100% des cas, les couples sont acceptés dans 2/3, c'est-à-dire dans la majorité des départements français. Il faut savoir qu'un conseil général qui fait bien son travail, en général, il accepte 70%, entre 60 et 70% de couples. Donc il y a une énorme disparité, c'est-à-dire il y a des conseils généraux qui ont des services d'adoption, d'autres qui n'ont pas de services d'adoption. Donc déjà, vous avez bien sûr une disparité des psychologues. Il y a des psychologues qui ont l'habitude de travailler en équipe, et pour avoir fait beaucoup de formations dans les conseils généraux, on voit la différence entre les équipes qui ont l'habitude de cette problématique et ceux qui n'y connaissent rien. Donc oui, vous avez entièrement raison, il y a une vraie inégalité. Et c'est vrai que les projets de réforme de l'adoption nous font encore... ça ne va pas encore dans le bon sens, parce que c'est le plus souvent des propos qui sont tenus pour faire un peu de politiquement correct, mais le vrai problème qui est d'avoir une politique éthique par rapport à la sélection des candidats, ça ne passe absolument pas. Hein, et c'est un vrai problème, parce que oui, ça retentit, c'est-à-dire vous doutez bien, et par rapport à ce que disait le docteur Bernard tout à l'heure, c'est-à-dire vous doutez bien que 28 000 personnes qui ont un agrément, la pression que cela fait à l'international, oui, ça favorise ensuite les dérives, oui, ça favorise le trafic d'enfants, oui, ça favorise le fait que les gens vont vers des pays qui n'ont pas signé la Convention de La Haye. Et là, quand même, un petit chiffre important à savoir, il faut savoir que 70% des adoptions internationales se font vers des pays qui n'ont pas signé la Convention de La Haye. Et là, pour le coup, il y a 2 poids 2 mesures, c'est-à-dire il y a des enfants qui viennent de l'international, qui sont protégés par la Convention de La Haye, et d'autres qui ne sont pas protégés par la Convention de La Haye. Et auprès des OA, c'est la même chose, c'est-à-dire les OA, 70% des adoptions faites par les OA sont faites par des pays qui n'ont pas signé la Convention de La Haye. Donc c'est pour ça que toutes ces questions sont liées, c'est-à-dire et que les questions qu'on soulève ne sont absolument pas politiquement correctes, parce qu'on dit il faut avoir une prise de conscience de ce phénomène, il faut savoir former, il faut former les psychologues, il faut former les assistantes sociales, et là encore, les formateurs des psychologues et des assistantes sociales, ça ne doit pas être des œuvres d'adoption. Et là encore, vous avez un vrai problème de beaucoup de conseillers généraux qui passent par des œuvres d'adoption pour former les psychologues. Et là encore, c'est une véritable dérive, parce que très souvent, dans certains OA, pas dans tous, mais dans certains OA, vous avez un côté militant par rapport à l'adoption, en banalisant les problèmes, mais oui, vous y arriverez, mais oui, c'est merveilleux, et avec de l'amour, tout est possible, ce qui ruine le travail de professionnel qu'on essaie de faire par rapport à ce sujet-là. Alors Pierre, les grandes étapes de l'agrément, très succinctement, comment ça se passe l'agrément, ou comment ça devrait
devrait se passer, idéalement. Alors, il faut savoir que parmi les facteurs de risque de l'adoption, il y a 5 grands facteurs de risque par rapport au champ de l'adoption. C'est-à-dire, il y a d'abord tous les facteurs législatifs qui sont un facteur de risque. C'est-à-dire, à chaque fois que vous avez des lois qui vont biologiser la filiation, qui vont renforcer quelque chose de l'ordre d'une filiation biologique, ça sera toujours au détriment du psychique. La loi 2002, par exemple, qui a fait la création du CNOP avec le droit de connaître ses origines, est quelque chose qui a vulnérabilisé le champ adoptif, parce qu'on a dit, ben voilà, ce que vous ne pouvez pas vous construire sans les origines biologiques. Sans ça, vous allez être un enfant qui n'aura pas de base. Ça a énormément fragilisé le champ de l'adoption, parce que ça voulait dire que les parents adoptifs n'avaient pas un pouvoir originaire au niveau de leur désir par rapport à l'enfant. Vous avez aussi toutes les lois qui concernent l'agrément et toutes les lois de l'international, et à chaque fois que la France ne fait pas la Convention de La Haye et a des accords particuliers par rapport à un pays, oui, ça vulnérabilise le champ juridique. Pourquoi c'est si important ce champ juridique? Parce que c'est le cadre. Merci, parce que c'est le cadre qui permet la construction filiative de l'enfant. Et plus ce cadre juridique est vulnérable, plus, bien entendu, ça sera un facteur de risque. Vous avez aussi le deuxième type de facteur de risque, c'est celui justement de l'agrément, c'est-à-dire celui du parcours des couples ou des personnes célibataires qui vont vers l'agrément. Donc là encore, les célibataires sont en tant que tels un facteur de risque, c'est-à-dire il y a 6 fois plus... D'accord, j'ai compris. Parce que le fait d'être célibataire, il y a 7 fois plus de consultations des célibataires pour les problèmes avec l'enfant que par les couples. Donc célibataire, c'est un facteur de risque, c'est-à-dire il faut bien voir la motivation, c'est-à-dire qu'est-ce qui pousse justement, et ça c'est aussi valable pour les couples, qu'est-ce qui pousse à adopter. C'est-à-dire, est-ce que c'est ce qu'on appelle une motivation écran, c'est-à-dire quelque chose qui va, ou une motivation symptomatique, c'est-à-dire le fait je me souviens de cette personne seule qui avait dit « j'ai échoué dans ma vie de femme, je réussirai dans ma vie de mère », avec une sorte de défi, et que cet enfant sera chargé de relever le défi de cette femme. Donc bien sûr, lorsque l'enfant est porteur d'un contrat narcissique aussi important, oui, ça sera quelque chose qui sera à risque. Donc on étudie donc, dans ce champ de l'agrément la souplesse psychique, l'adaptabilité psychique, et là encore on le voit très bien, c'est-à-dire dans cette situation très particulière où ils sont devant un psy et qu'ils ont un désir d'enfant, on voit déjà comment ils vont entre guillemets nous adopter. C'est-à-dire on va déjà voir comment eux, ils vont se débrouiller avec quelque chose de très extérieur, de pas familier, et comment eux, ils vont s'approprier ce tiers très particulier qui est ce tiers social, psy, qui est le propre de l'adoption. Parce que cet enfant vient de ce tiers-là. Et on voit bien que dans les couples très très pathologiques, c'est-à-dire ceux qui vont remettre en cause ce tiers, ceux qui vont avoir une revendication, vous avez évoqué le droit à l'enfant, etc., on sent bien que là encore, c'est quelque chose qui pourrait être en miroir de ce que l'enfant pourra leur faire. Et dès que cet enfant sera obtenu, très souvent des mécanismes de rejet se font. Le troisième type de facteur de risque, c'est bien entendu celui qui concerne les enfants, c'est-à-dire là encore, c'est quelque chose que tous les professionnels savent, c'est-à-dire tous les enfants ne sont pas adoptables. Comme il a été dit, c'est une mesure de protection de l'enfance. Ce n'est pas n'importe quelle mesure, c'est une mesure très particulière. Donc il y a des enfants où sans doute on arrive trop tard. Je pense à un congrès au Mexique et on m'avait demandé mais est-ce que les enfants des autoroutes sont-ils adoptables? C'est-à-dire, vous savez, ces enfants qui vivent sous les autoroutes à Mexico, est-ce qu'ils sont adoptables? Donc là, bien entendu, la réponse était non, parce qu'on arrive trop tard. C'est-à-dire, ce sont des enfants qui ont mis en place des mécanismes de survie extrêmement violents, extrêmement agressifs par rapport... et ils ont perdu toute confiance dans le monde. Et là, effectivement, pour ces enfants, on arrive trop tard. Les enfants qui ont... Donc là, il y a d'autres solutions que l'adoption. Enfin, le quatrième type de facteur de risque, donc ça, ce sont les facteurs de risque propres à l'enfant, où il faut étudier l'impact des carences chez lui, l'impact des traumatismes, quelle trace ça a pu... Et pourquoi c'est si important? C'est que ces traces-là sont parfois tellement importantes qu'elles atteignent les capacités relationnelles de l'enfant. Or, l'adoption est basée sur les capacités relationnelles de l'enfant. La filiation, ça va être ces mécanismes relationnels. Donc là encore, ce sont les facteurs de risque dus à l'enfant. Et enfin, quatrième facteur de risque, c'est ce qu'on appelle le matching, ce qu'on appelle l'appariement. C'est-à-dire, c'est un processus extrêmement important. Généralement, ce sont les OA qui s'en chargent, c'est-à-dire le choix de tel enfant pour tel couple. Donc ça, il ne faut pas s'en remettre au hasard. Donc peut-être pour les tout petits, c'est possible, mais
le plus souvent, pas plus d'ailleurs, le plus souvent, il faut vraiment que ce soit tel profil d'enfant pour tel profil de parents, parce qu'eux-mêmes, ils ont fait un travail où ils se sentent légitimes dans leur démarche par rapport à tel profil d'enfant. S'ils ne respectent pas, s'ils vont au-delà de leurs possibilités, par exemple, ils ont fait tout un travail pour un enfant de moins de 3 ans, etc. Et puis, on leur dit dans le pays, ben voilà, écoutez, vous pouvez avoir un enfant de moins de 3 ans, mais il faut prendre son grand frère de 4 ans, de 5 ans, et sa grande sœur de 6 ans, et là, vous aurez votre... Et si le couple va dans le passage à l'acte, c'est-à-dire modifie brutalement son projet pour quelque chose pour lequel ils ne se sentent pas prêts, c'est-à-dire s'ils ne respectent pas ce qu'on appelle leur rythmicité psychique par rapport et leur temporalité psychique par rapport à l'enfant, oui, dans ces cas-là, ça va leur faire violence. De la même façon, s'ils font une extension brutale de l'âge, ils étaient prêts à un enfant de moins de 3 ans, et puis tout à coup, ils font une extension jusqu'à l'âge de 7 ans, sans du tout avoir fait le travail psychique nécessaire, oui, dans ces cas-là, c'est quelque chose. Donc le matching, qui est généralement de la responsabilité de l'OA ou du pays, c'est quelque chose de déterminant. Et enfin, 5e facteur de risque par rapport à l'adoption, c'est la rencontre et c'est la construction entre l'enfant et les parents de cette filiation. Donc c'est quelque chose... Alors le plus souvent, il y a 2 périodes. Il y a une période, ce qu'on appelle la lune de miel, c'est-à-dire surtout avec les enfants un peu âgés, ça se passe très très bien, l'enfant est hyper adapté à la famille et tout, et à un moment, il y a ce que j'appelle la seconde partie, la lune de fiel, et là l'enfant va pouvoir, dans les bons cas, parce que pour nous, c'est-à-dire les parents sont très malheureux quand ils viennent consulter à ce moment-là, mais nous on est très heureux, pourquoi ? Parce que l'enfant va pouvoir exprimer la partie la plus en souffrance qu'il peut avoir. Et c'est important, là encore, et la famille va devoir élaborer, accompagner, imaginer et transformer ces émotions extrêmement brutales de cet enfant en quelque chose d'assimilable pour lui. C'est-à-dire, ils vont faire ce qui sans doute n'a jamais été fait, ou mal fait, ou peu fait, dans ce premier milieu institutionnel, voire familial qu'il a pu avoir. Parce que là encore, ce n'est pas la même chose d'avoir été abandonné à la naissance, ou peu de temps avant sa naissance, que ce n'est pas la même chose, donc ça c'est la problématique de l'abandon, ce ne sont pas les mêmes enfants d'un point de vue clinique de ceux qui sont délaissés, c'est-à-dire de ceux où il y a eu des carences, des traumatismes, ou bien lorsque l'État est venu retirer cet enfant à un couple pas capable pour construire une famille. Donc là encore, très souvent ces enfants-là vont rejouer dans la famille adoptive un passé de souffrance. Et là encore, ça va être à la famille adoptive de faire avec, c'est-à-dire c'est comme ça qu'il va connaître d'ailleurs ce passé-là, et pouvoir, il a enfin une famille sous la main qu'il va pouvoir agresser, et bien tant mieux, c'est-à-dire c'est là où la construction de la famille pourra se faire. Je viens à votre question, monsieur. Je ne vous oublie pas, simplement pour conclure ce point, parce qu'évidemment, on ne peut pas avoir tout le spectre complètement en moins de 2 heures. Moi, il y a quand même une question que je me pose, c'est quid de votre volonté de progresser, d'aider les familles à progresser, d'aider les familles à y voir clair, et donc d'assurer le bonheur de l'enfant, ce qui est quand même quelque part le but ultime. Quid de ça si il suffit d'enregistrer un refus de votre part, et puis ensuite d'aller dans une commission d'appel, qui, si j'ai bien compris, Sophie, 9 fois sur 10 pour pas dire plus, voilà. Comment vous vous sentez en tant que professionnel? Une réponse très courte. Vous voyez bien qu'on est mis à mal, mais on est mis à mal en tant que professionnel, on est mis à mal en tant que citoyen, on est mis à mal en tant que père et mère, on est mis à mal en tant qu'image. C'est pour nous absolument désolant. C'est-à-dire que quand on entend le témoignage de madame, évidemment, je vais pouvoir répondre rapidement en disant, vous savez, il y a des mauvais professionnels partout, dans tous les milieux, etc. Mais c'est pas satisfaisant. On aimerait par exemple des tutorats pour les jeunes professionnels qui démarrent et qui se retrouvent du jour au lendemain confrontés à des futurs parents adoptifs qui en plus ont un parcours de souffrance de PMA quand même très lourd. Ils sont déjà au bout du rouleau, ils sont déjà à l'agonie psychique, ça fait déjà 10 ans que ça ne marche pas et que cet enfant ne vient pas, et que l'enfant imaginaire ça va 5 minutes, au bout d'un moment on a envie d'avoir un enfant. Donc oui, on est absolument désespéré de voir qu'on n'arrive pas à construire un peu plus rapidement cette éthique. Et on est absolument désespéré de voir la place à la fois de l'idéologie des lobbying dans l'adoption et cette politique dominante qui finalement, en effet, ne respecte pas le travail qui a été fait en amont pour nos enfants. Et je dis bien pour nos enfants, n'oublions pas que les enfants qui sont adoptés deviennent les enfants, nos enfants, et ils ont les mêmes droits que les autres. Donc il n'y a pas de raison qu'on n'en prenne pas soin comme les autres. Pierre, bravo. Pierre Lévy, ce semble qu'il faudrait légiférer sur ce point, il faudrait donner d'autres règles. Déjà, c'est une question. Oui, c'est-à-dire avant de légiférer, il faut d'abord penser ce qui serait une éthique autour de l'adoption.
et qui ne doit pas être justifié avec une logique arithmétique, parce que j'entends toujours les hommes politiques dire il faut augmenter le nombre d'adoptions en France, ce qui ne veut rien dire, c'est-à-dire que si vous avez une logique quantitative, c'est nul et non avenu, et c'est vrai que l'histoire d'Haïti a été un vrai scandale, c'est-à-dire qu'on a profité du séisme pour faire venir 1000 enfants d'Haïti en France dans des conditions juridiques déplorables et psychiques dramatiques. Donc oui, tant qu'il y a cette... On a profité du séisme. Bien sûr, totalement, oui. Enfin, les cliniciens disaient. C'est nous, les cliniciens, qui disons ça. Donc, mais avoir le courage d'aller contre ça, c'est compliqué. Et actuellement, il n'y a aucun personnage politique qui aurait le courage de mettre des règles éthiques, déjà d'interdire l'adoption par rapport à des pays qui n'ont pas signé les conventions de La Haye. C'est-à-dire la France a signé la convention de La Haye, et juste après, elle a autorisé les adoptions individuelles. Donc, il faudrait savoir ce qu'on veut. Donc, c'est pour ça qu'il y a des vraies responsabilités. Non, attendez, vous inquiétez pas, je constate qu'on est dur et donc, mais c'est un vrai courage qu'actuellement la France a, et du coup, tous les couples demandeurs souffrent de cette image dramatique de la France. Il y a énormément de niveaux là, dans le débat. Et puis, phénomène, je ne sais pas, moi, c'est ce que j'essaie de dire, un mécanisme parmi d'autres. Et j'y tiens, et je ne suis pas radical sur ces questions. Et de nouveau, je parle à deux places d'un responsable de la première OA française et d'un praticien de la pédiatrie et donc en partie de l'adoption. Donc voilà, j'essaie d'avoir un discours nuancé. C'est un mécanisme parmi d'autres. Je suis assez d'accord avec vous. Il y a sans doute eu, à un moment particulier de l'histoire, vu de notre place, et c'est là-dessus que je voudrais insister, vu de notre place des pays européens et nord-américains, parce que cette diminution de l'adoption internationale, d'accord, évidemment, elle peut être vue à différents niveaux. Quel était le principal pourvoyeur d'origine des enfants, le pays d'origine? Pendant longtemps, ça a été la Chine. Qu'est-ce qui se passe en Chine? Il y a des éléments positifs, l'émergence d'une classe moyenne, l'émergence de certaines politiques de protection de l'enfance, et évidemment, l'émergence de l'adoption nationale. L'adoption dont je parle en général, c'est l'adoption internationale. Non, aujourd'hui. Et je réponds à votre question. Je réponds à votre question. Donc, le développement de l'adoption nationale en Chine, je pense, et si vous lisez attentivement la Convention de La Haye, elle encourage le développement de l'adoption nationale dans des conditions qualitatives. Donc le développement de l'adoption nationale en Chine est pour moi quelque chose de positif. Le développement de l'adoption nationale au Brésil, avec toute une politique sous la présidence de Lula de protection sociale, sont des éléments positifs. Et nous, on le voit en creux. C'est la diminution du nombre d'enfants adoptables. Donc voilà pourquoi je me permets de mettre cela un peu en dialectique. Oui, il y a une diminution, qui est à mon avis une tendance lourde, et vous avez raison. Ce faisant, il y a une augmentation de mécanismes de protection de l'enfance dans les pays d'origine. Donc là, je pense qu'il y a un élément qui est important à partager ensemble. Alors ensuite, je dirais sur l'élément de la responsabilité des politiques, elle est compliquée. Elle est compliquée, le discours de vérité sur ces questions. Rappelons-nous quand même, je ne vais pas faire de politique, rappelons-nous les propos de M. Douste-Blazy il y a 10 ou 12 ans, je pense, disant finalement, la question, voilà, on va trouver des enfants. C'est des propos qui sont maladroits. Et je veux pas aller, c'est des propos qui sont maladroits de ce que ça dit vis-à-vis des familles qui sont dans ce désir d'enfant, parce que ce désir, il est réel. Il est réel. Alors, un élément de nouveau de notre place d'acteur d'une ONG, et on l'a dit, la Convention de La Haye le dit, l'Arche de Zoé, pour moi, est un scandale. C'est pas nouveau, je pense qu'on le partage. C'est un scandale sur le plan symbolique. C'est un scandale sur le plan symbolique parce qu'on était, à un moment donné, dans un acte humanitaire. Alors après, on pourra analyser la pertinence politique, parce qu'il y avait aussi des conflits au Darfour avec le Soudan. On pourra avoir une lecture géopolitique. Mais sur un plan symbolique, on était bien sur quelque chose d'un acte humanitaire pour extraire, et c'est les mots qui ont été utilisés, des enfants d'un contexte qui était pathogène pour les offrir. Donc il y a quelque chose de symbolique, d'éminemment dramatique sur cette question. Il faut impérativement, et j'insiste et je l'ai dit tout à l'heure, dissocier l'adoption de l'acte humanitaire. Ce sont deux choses diamétralement opposées. C'est compliqué pour moi de la double place qu'est la mienne. On essaie autant que faire se peut de le mettre en œuvre. Nous avons donc une responsabilité particulière. Et pour moi, il y a une dissociation nette, et cela j'y tiens,
totale entre nos actions d'adoption et nos actions humanitaires. Il n'y a aucune action humanitaire dans des orphelinats dans lesquels Médecins du Monde, c'est pas faute de sollicitation de la part des pays d'origine. Donc voilà comment concrètement on minimise les risques. On pourra y venir ensuite comment un OA minimise les risques. Mais de ma place, la dissociation nette entre l'action humanitaire et l'adoption est un élément, je pense, fondamental sur le plan éthique. Pour nous, pour toutes les études internationales concernant les facteurs de risque, alors d'abord juste un petit mot, c'est-à-dire il faut savoir que il y a 20 ans, la majeure partie des publications sur l'adoption, c'était des publications qui étaient centrées sur les enfants et sur les problèmes des enfants. Et donc sur la crise d'adolescence chez les enfants, etc. Tous les travaux internationaux étaient centrés sur voilà, toute la clinique carentielle avec tous les travaux de Spitz et tout ce que vous voulez. Et puis depuis 10 ans, les études internationales sont en train là encore de changer et on commence à se rendre compte, chose que nous on était rendu compte depuis un certain temps, mais là encore c'est validé par les études internationales, qu'il y a des facteurs de risque qui concernent les parents et les couples. Donc là encore, c'est un vrai tabou de parler de facteurs de risque du côté des parents. Et on s'en rend compte en clinique, c'est-à-dire que parfois les échecs les plus graves d'adoption sont dus aux parents et non à l'enfant. Donc, c'est-à-dire qu'on commence à avoir une clinique, alors bien sûr à l'interaction qu'il peut y avoir entre eux, mais ce qui a été un vrai bouleversement, ça a été les échecs d'adoption. C'est-à-dire moi, quand j'ai commencé il y a 10 ans à travailler dans ce champ-là, je ne savais pas qu'on pouvait ramener un enfant adopté à l'ASE avec sa petite valise en disant qu'on n'en veut plus. Je ne savais pas que des couples pouvaient attaquer en justice des OA pour leur dire « vous nous avez trompés sur la marchandise ». Donc, à partir de cela, c'est pour ça que le livre que j'ai écrit, oui, ça parle des échecs d'adoption, mais ça fait justement le constat comment on en est arrivé là. Et on se rend compte que parmi les facteurs de risque, et là encore validé par les études internationales, oui, il y a l'âge. Oui, il y a l'âge, c'est-à-dire qu'à 50 ans, on n'a pas du tout la même vitalité psychique et physique dont a besoin un enfant, qui plus est un enfant qui est passé par l'adoption internationale. Oui, c'est beaucoup plus exigeant. J'ai vu des grands-parents faire les sorties des boîtes de nuit pour leurs adolescents, à l'âge d'être grands-parents. Oui, ils sont épuisés. Oui, la remise en cause est beaucoup plus difficile. Donc, c'est-à-dire que c'est un champ particulier, c'est un champ qui a des exigences, y compris par rapport à l'âge. Et moi, je demande régulièrement à l'Assemblée, à chaque fois que je suis auditionné à l'Assemblée, et du coup de moins en moins, parce que là, dans le rapport pareil, ils nous ont même pas sollicité pour ce rapport. C'est bon signe. Oui, enfin, c'est bon et mauvais signe, c'est-à-dire que oui, ils ne sollicitent plus l'avis oui, on leur dit les choses. Nous, on aimerait bien qu'ils introduisent dans l'adoption une limite d'âge. Beaucoup de pays le font. D'ailleurs, beaucoup de pays refusent des parents trop âgés pour leurs enfants. C'est-à-dire, ils centrent leur éthique sur l'intérêt de l'enfant, chose qu'actuellement on n'est pas capable de faire. Vous avez la question sur les deux projets en même temps. Alors, oui, les deux projets en même temps, c'est une histoire très complexe, parce que pour moi, c'est les couples qui peuvent mener les deux projets en même temps, c'est vraiment exceptionnel, parce que c'est tellement... Oui, c'est un désir d'enfant dans les deux cas, mais il y a des vraies particularités, justement du champ adoptif. Donc pour moi, je pense que c'est le plus souvent confusionnant de faire les deux en même temps. Le seul point commun, c'est effectivement le fait d'être parent, et là, dans des mécanismes propres à la parentalité, ça peut se rejoindre, mais ensuite, il y a des véritables différences en raison tout simplement de tous les fantasmes déclenchés par l'enfant, chair de ma chair, le sang de mon sang, etc. Et que transformer cela vers justement le champ adoptif, c'est quelque chose que ne sont pas capables tous les couples de faire. Donc c'est possible, mais vraiment pour moi dans certains cas. Voilà pour la... Moi j'ai une question, Pierre, sur tu parles des échecs filiatiques adoptifs. Et le pire échec, c'est celui qui vient d'être décrit. J'en veux pas, je le ramène avec sa petite valise. Avec des conséquences sur les enfants qui sont donc des polyabandonnés. Je n'ose imaginer les conséquences de ces abandons à répétition, et j'ai entendu dire que certains enfants avaient vécu ça plusieurs fois de suite. Est-ce que, tout à l'heure, on décrivait la grande hétérogénéité de la France et des endroits où les adoptions seraient faites n'importe comment, si j'ose dire, sans de bons critères. Si les critères sont bons, on devrait retrouver plus de ces échecs filiatifs dans les endroits où on galvaude
l'autorisation d'adopter. Est-ce que c'est le cas? Oui, c'est le cas. C'est-à-dire, c'est ce dont on s'est rendu compte dans notre clinique, c'est-à-dire à chaque fois qu'on a étudié, c'est-à-dire ensuite l'ASE est venue nous voir à la consultation pour, d'abord, pas n'importe quel conseil généraux, ont accepté de se dire, bah voilà, on s'est planté, où est-ce qu'on s'est planté? Et là, on fait des études de cas, où on fait une mise à plat de tout en remontant jusqu'à l'agrément, comment il a été fait. Et de quoi on se rend compte? On se rend compte que soit l'agrément n'avait pas été justement bien fait, on se rend compte que très souvent c'était un couple qui avait fait un recours, on se rend compte que bref, il y avait un court-circuitage de la temporalité, parfois il y avait une accélération des démarches parce qu'à l'international il y avait une demande, c'est-à-dire on s'est rendu compte que notre grille de facteurs de risque était validée, hélas, par ces cas dramatiques. Donc oui, bien sûr, tout est lié, c'est-à-dire que et la qualité de l'agrément, un agrément qui n'a pas été fait justement avec rigueur, se retrouve. Alors bien sûr, on n'est pas dans le prédictif, on est dans le préventif. Donc c'est pour ça que pour nous, c'est beaucoup plus une éthique de la prévention que de la prédiction. Mais justement, le préventif permet justement de mettre en échec le malheur d'un destin écrit depuis le début. Et c'est pour cela que si on développe les outils préventifs, on pourrait même réussir à faire des adoptions qui n'auraient pas été réussies si on n'avait pas eu une telle éthique dans le choix des couples. Parfois, lorsque, avec Sophie, on fait un bilan d'adoptabilité psychique pour un enfant, on dit, ben voilà, pour cet enfant-là, il faudrait tel et tel type de couple, avec déjà des enfants, déjà une solidité, parce qu'on sait que l'enfant va les remettre en échec, comme il l'a fait dans les familles d'accueil. Donc on peut sans doute réussir des adoptions qui n'auraient pas été possibles si on n'avait pas eu justement cette grille d'analyse. Pierre-Louis Soussan, je propose que vous donniez le micro à Sophie qui doit répondre à Madame ou évoquer ce que disait Madame. Oui, entre 1984 et donc 2009, mais j'ai arrêté depuis maintenant 2 ans, je me suis occupée des parents qui abandonnent les enfants à la naissance et j'ai monté des protocoles d'accueil. La difficulté, en particulier depuis 2002, la loi de 2002 sur le CNAOP, c'est qu'on a tendance de plus en plus à stigmatiser les mères et les mauvaises mères, et les mères qui abandonnent sont quand même les ultimes mauvaises mères de notre société, et c'est vrai qu'on les persécute de multiples façons, de façon administrative dans les lieux de naissance, mais aussi sur la place publique quand on est dans une hymne au lien biologique tel qu'une femme qui refuse de rester la mère de l'enfant qu'elle a mis au monde, elle est immédiatement stigmatisée, on est dans l'opprobre et on ne fait absolument rien de préventif pour l'accompagner. J'ai dit souvent, quand j'étais plus jeune, je râlais sur justement la façon dont on traitait les femmes et les mères et comment la France était pour l'adoption et contre l'abandon. Je pense qu'on n'a pas beaucoup, on s'est pas beaucoup amélioré, je pense même qu'on va un peu plus mal maintenant qu'avant. Et ce que j'aimerais dire sur la question des origines, c'est que là encore c'est une représentation. Est-ce que les origines sont biologiques ? Ou est-ce que les origines, c'est une construction, c'est du narratif, c'est quelque chose qu'on peut se raconter? Qu'est-ce qui fait qu'on fait famille? Ou qu'est-ce qui fait qu'on est dans l'impasse? Quand on peut pas, quand il n'y a pas de récits familiaux, on voit le traumatisme arriver. Si rien ne peut se narrer, en effet, il n'y a pas d'histoire familiale. Le narratif est absolument fondamental, mais pour qu'une mère puisse parler encore à son enfant, encore faut-il qu'on lui parle. Si on la déshumanise au point qu'on met en place des protocoles administratifs et qu'on l'a pris d'accoucher, de s'en aller le plus vite possible, ou que la seule chose qu'on attend d'elle, c'est une information la concernant et pas « mais qui êtes-vous ? Comment se fait-il que vous en soyez là ? Comment peut-on vous aider à chaque fois qu'on trouve un bébé sur la voie publique ?» Je me dis, mais échec de notre santé, échec de la santé publique, comment se fait-il que ces femmes n'ont pas réussi à venir jusqu'à nous? Et c'est véritablement là qu'on a un travail ensemble, et il faut lutter contre nos propres idéaux. Nous sommes une culture extrêmement attachée à la filiation biologique. On le voit sur le thème de la question des origines, on le voit sur la question, sur le thème évidemment de la naissance et de l'accueil que l'on fait à ces femmes et à ces hommes, parce qu'il y a beaucoup de compagnons qui les accompagnent, mais aussi ça ressurgit du côté de l'adoption, parce que les parents adoptifs, ils n'ont pas droit à l'erreur. Quand on parle, ce qui me touche beaucoup dans ces histoires d'adoption, ces constructions filiatives, où il y a eu tout ce cheminement pour arriver vers l'enfant, et puis en effet,
ça ne fonctionne pas, ça ne se construit pas. Ce sentiment d'être le parent et de la transformation de l'enfant en fils ou en fille, eh bien, il ne se fait pas, mais c'est indicible. Un parent adoptif qui peut dire l'ambivalence, par exemple, les mères que je reçois, parce que je reçois essentiellement des femmes, même dans l'adoption, les femmes viennent beaucoup parler de leur projet. Je ne parle pas de l'agrément là. Hein. On leur annonce qu'un bébé arrive ou qu'un enfant arrive, elles viennent nous voir en disant « Je ne suis pas sûre que j'ai encore envie, je ne sais pas, je ne sais plus, j'en sais rien ». C'est inentendable dans l'espace public. Une mère qui a demandé cet enfant, elle doit le prendre, point. Et c'est une mère adoptive, elle doit faire bien et presque mieux. Combien de mères viennent me dire, j'en ai marre qu'on me félicite en me disant, c'est formidable, vous avez adopté. Elles n'en peuvent plus. Mais oui, c'est horrible, mais derrière, il y a une représentation qui est biologique. Parce qu'elles sont meilleures, parce qu'en plus, elles se sont passées du bio et elles ont accepté un enfant qui n'est pas de leur sang. Une fois j'ai dit à des parents adoptifs, une mère se plaint de son fils qui est extrêmement têtu et qui vraiment est très difficile. Je connais ses parents depuis très longtemps et madame est particulièrement obtuse, elle aussi. Et à un moment je lui dis, mais les chiens font pas des chats. Elle me regarde complètement sidérée, comme si cette phrase ne pouvait pas lui appartenir. Oui, les chiens ne font pas des chats, y compris dans l'adoption. Elle avait, en effet, cet enfant était bien son fils, et en tant que tel, il avait repris une posture familiale avec tout ce que ça veut dire. Pour nous, l'essence même de la prévention des échecs, c'est véritablement lors de l'agrément que cela se fait. Hein, c'est-à-dire toute l'expérience clinique est vraiment... vous liriez mon livre, vous verrez absolument aucune idéalisation par rapport à ça. Au contraire, c'est extrêmement cru, c'est extrêmement dur, les exemples sont terribles. Et justement, ça s'enrichit d'une réalité clinique. La clinique que nous avons, la clinique que nous avons développée, c'est de l'expérience journalière de tout ça. Donc je déplore que parfois vous ayez rencontré des professionnels qui effectivement étaient décevants par rapport à cela, mais si on veut avoir une véritable clinique préventive des échecs, c'est lors de l'agrément que cela se passe. Et pour nous, on fait nôtre une chose essentielle en politique de protection de l'enfance, c'est-à-dire nous estimons que ce n'est pas à l'enfant de payer ce risque-là trop cher. C'est-à-dire que pour nous, oui, on se base par rapport à l'enfant, oui, on donne un avis où on estime que ce n'est pas à l'enfant à prendre tous les risques par rapport à un couple démesurément à risque. Alors c'est sûr, c'est compliqué, c'est difficile, nous on met en évidence quelques risques, parfois ces risques-là seront quelque chose, ça pourra jouer, parfois c'est trop, parfois c'est au-delà. C'est une clinique très difficile, c'est une clinique très exigeante qui nécessite une véritable professionnalisation, mais c'est à ce titre-là que l'on pourra diminuer ce chiffre dramatique des échecs d'adoption en France. Pourrais-tu nous donner un exemple d'un couple qui n'a pas la place dans la tête? Non. Parce que c'est à moi de répondre et les hommes, ça suffit. T'es une fille. Attends, je réponds à ton côté féminin, alors, c'est ça? Je voulais juste dire, je vais répondre aux deux questions. La première, le doute bénéficie à l'enfant. C'est très clair. Voilà, donc vous pouvez fantasmer là-dessus, mais le doute bénéficie à l'enfant. J'ai vu trop d'enfants ramenés à l'aide sociale à l'enfance. Donc c'est évident que les critères qu'on a construits, on part d'une clinique de 30 ans, c'est pas mal, hein, on va pouvoir faire beaucoup plus, après on va peut-être travailler un jour. Donc il me semble que le doute doit bénéficier à l'enfant, ça c'est une première chose. La deuxième chose, c'est est-ce que vous avez adopté? Alors je vais vous répondre de façon indirecte et vous allez essayer de trouver la réponse. J'ai été demander de l'argent à quelques politiques pour ma consultation des femmes enceintes en difficulté pour les mères qui abandonnent. Je me suis j'étais assez mal reçue à dîner avec ces messieurs, c'était pas très très agréable. Et au bout d'un moment, il a été dit, je ne sais comment ça s'est su, que j'avais pas mal d'enfants, voilà, beaucoup d'enfants. Et le ministre revient vers moi et me dit, mais vous auriez dû nous le dire. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que si j'ai beaucoup d'enfants, elle n'a pas abandonné, je peux parler avec elle. Voilà, elle n'est pas passée par là. Voilà. Je pense qu'on n'a pas besoin de passer par une expérience de cette maternité-là pour comprendre les mères. Les mères m'intéressent, toutes les mères. J'ai écrit une quinzaine de bouquins sur les mères.
qu'elle soit adoptive, biologique, maltraitante, on peut en penser beaucoup de choses aussi, hein, on va les juger quand elle tape, mais avant, qui est là avec elle? Qui s'intéresse à elle? C'est toujours la même question. Donc, oui. Je suis désolé, mais il y a plein de gens qui réclament. Je viens vers vous, monsieur, je viens vers vous tout de suite, je ne vous oublie pas. Simplement, j'aimerais qu'on passe la parole à Olivier Bernard, le président de Médecins du Monde, parce qu'il y a un des aspects qui a été évoqué, auquel vous tenez à faire écho, c'est il faudrait selon vous presque inventer une double filiation, c'est-à-dire la filiation biologique, naturelle évidemment, et puis aussi cette filiation dont on a parlé, sociale, culturelle, politique également. Un petit mot là-dessus, Olivier. Oui, donc, moi, dans mon propos initial, volontairement, je suis arrivé en disant j'ai finalement plus de questions que de réponses. Et effectivement, la conteuse nous disait tout à l'heure qui porte l'histoire, qui porte les histoires. Et on tourne, on voit dans cette deuxième partie du débat, autour de ces questions sur la filiation. Alors, d'une place de praticien, moi j'ai plutôt envie d'être assez nuancé en disant oui, je pense qu'il peut y avoir une double démarche et qu'on peut accompagner un couple dans une double démarche d'adoption et d'assistance médicale à la procréation. Donc je serais plutôt intéressé... alors là c'est d'une place de praticien et de clinicien que je dis. Pourquoi je fais reposer cette posture clinique, à mon avis, et c'est ce à quoi je nous appelle là, et je trouve que ça s'intègre bien dans ce colloque, je pense qu'il y a une nécessité de faire travailler ensemble, et je commence par eux, les familles, les praticiens, des juristes, des philosophes, des penseurs, sur ces questions de la filiation, vue de l'adoption et vue de l'assistance médicale à la procréation. Je pense qu'il y a un intérêt, parce que nous avons, notamment sur l'adoption, développé, vous l'avez bien dit, depuis 20, 25 ans, 30 ans, une clinique. Et cette clinique a des choses à dire. À un moment donné, a des questionnements que se posent les professionnels de l'assistance médicale à la procréation. Je prends deux exemples. Effectivement, et vous l'avez dit tout à l'heure, la question de la recherche et du droit aux origines, posée de manière assez radicale dans le droit, moi je ne suis pas contre. Ce sur quoi je suis contre, et de nouveau je nuance, c'est une espèce de radicalité d'obligation. Mais par contre, le fait d'avoir amené dans le droit la possibilité de l'accès aux origines n'est pas inintéressant dans cette double filiation que j'appelle culturelle et biologique. Elle est intéressante dans ce qu'elle a amené comme clinique et comme évolution des pratiques. Et en face, on a un monde de l'assistance médicale à la procréation sur lequel cette question des origines, je ne sais pas si elle est taboue, en tout cas elle est interdite, quelque part. Alors évidemment, on renvoie à des concepts qui sont différents autour d'une filiation adoptive d'un enfant qui existe dans une réalité sociale, psychique et culturelle, et dans l'AMP, on va dire ce ne sont que des gamètes. N'empêche que, dans raconter l'histoire ou les histoires, il y a quelque chose. Et donc c'est à cela où je nous appelle, nous collectivement, à essayer de rapprocher, et je trouve que ce colloque, en tout cas, c'est comme ça que j'ai entendu la demande qui m'est faite, d'essayer de rapprocher ces deux éléments autour de l'accès aux origines et les questionnements que se posent aujourd'hui des juristes et des professionnels de l'AMP sur l'accès aux origines, à mon avis, sont de cet ordre d'idée. Deuxième élément sur la question de la filiation, faut-il ou pas inventer une double filiation? Je pense que la filiation autour de l'adoption simple, il y a l'adoption plénière et il y a aussi l'adoption simple. L'adoption simple, j'ai l'impression, mais j'aimerais avoir vos avis invente quelque part une double filiation. Et en ce sens, elle est intéressante. Je ne sais pas si c'est ce qu'il faut, mais voilà comment je trouve que ces deux mondes, de l'AMP et de l'adoption, à mon avis, en une clinique, ont su développer des expertises, doivent se rencontrer sur ces deux endroits, l'accès aux origines et la question, moi je le mets au débat de la double filiation qui m'intéresse. Et là je parle sur un plan psychique, et sur le plan, en tant que professionnel de la petite enfant, sur le plan de la construction sociale et psychique, elle m'intéresse. Mais j'aimerais, ça serait un débat, ça serait un long débat. Je voudrais juste savoir, intéressante, vous dites elle est intéressante pour qui? Vous la voyez intéressante pour qui? Elle est intéressante à deux niveaux, et j'ai cité les familles, je pense les familles, les parents et les enfants, je pense que c'est des questions qui se posent. Voilà. Elle est intéressante pour les professionnels sur le plan théorique, autour des questions de filiation. Et donc je mets bien les deux niveaux dans... Voilà, j'ai pas la réponse, je dis parlons-nous sur ces questions. Oui, non, mais ça, autre anecdote très brève par rapport à cela, c'était un père qui allait en consultation génétique parce qu'il avait un début de neuropathie dégénérative, donc il commençait à boiter.
et il est allé donc en consultation génétique pour cette pathologie-là, etc. Et alors qu'il avait adopté 2 enfants. Et son fils, lui, s'était mis aussi à boiter. Et alors son père dit, mais tu ne vas pas m'accompagner là, si j'y vais c'est parce que j'ai des frères et sœurs, etc. Ça peut être... Et le fils dit, non, peut-être que je l'ai aussi. Et lorsqu'il est arrivé en consultation génétique, alors qu'il savait qu'il était totalement adopté, il avait exactement la même boiterie que son père. Alors, bien sûr, il n'était pas porteur de la maladie, mais il a exigé le test génétique pour être sûr qu'il ne l'avait pas. C'est-à-dire, oui, la force du psychique, la force du psychique est vraiment étonnante par rapport à ça. Ce qui permet de... Ce micro marche toujours pas. Ce qui permet de répondre un peu aux 2 questions qui ont été soulevées, c'est-à-dire la question du dialogue PMA-adoption par rapport aux origines, et puis la question de l'adoption simple. Par rapport à ce que ce que nous a appris la clinique par rapport aux origines, c'était que c'était avant tout une question qui était mal posée. C'est-à-dire que parler des origines en les réduisant à quelque chose de biologique, donc dès le départ, c'était mal posé. Et le CNAOP et la loi 2002 par rapport aux origines, là encore, c'était mal posé parce que cela implique que ce qu'il en est des origines, c'est quelque chose de biologique, c'est quelque chose qu'aurait une personne et que si cette personne ne la dit pas, à ce moment-là, l'enfant ne peut pas se construire. Donc bien sûr, et pour travailler aussi avec les couples que l'on reçoit pour les PMA, pour les entretiens avec les psys, là encore, c'est-à-dire, ce n'est pas facile pour ces couples-là de s'approprier, et ça me fait penser à un dialogue que nous avons eu déjà souvent sur ce sujet-là, c'est-à-dire que ce n'est pas facile pour tous les couples de s'approprier ce qu'il en est un gamète par un don anonyme. C'est-à-dire que là encore, il y a un travail psychique à faire. C'est-à-dire comment ils vont mettre en place la fiction propre à toute filiation qu'on retrouve dans l'adoption, c'est-à-dire je considère cet enfant comme si c'était mon fils. Ça, c'est le propre de la fiction adoptive et le propre de toutes les familles, c'est-à-dire on considère tous nos enfants comme s'ils venaient de nous. Eh bien, comme si, cette fiction, dans la PMA, bien sûr qu'elle doit être mise à l'œuvre aussi. Et si elle n'est pas mise à l'œuvre, c'est-à-dire si, et je me souviens de ce couple qui, avant donc une insémination artificielle avec donneur, il y avait cet homme qui me disait « mais je sais que je ne serai pas tout à fait le père ». Eh bien, je vous garantis qu'on est resté 1h30 pour savoir pourquoi il n'y avait pas ce 100%. Eh bien, oui, là, il y avait une vulnérabilité. Et on a pu, justement, voir par rapport à son histoire d'où venait cette vulnérabilité. Et je vous garantis que si cette vulnérabilité, elle n'est pas explorée avant, si cet enfant ne se sent pas tout à fait le père, bien sûr qu'au moment ce couple va se sentir gêné par rapport à son cheminement vers l'enfant. Et ensuite, on va le retrouver à l'Assemblée en disant « je veux réclamer mon père spermatique ». Pour nous, c'est une absurdité sur un plan psychique, le père spermatique. Ça ne veut rien dire. Mais bien sûr, ça va répondre exactement de la même façon à ces adultes blessés dans leur filiation à réclamer à corps et à cri leurs origines biologiques. Oui, c'est compliqué de s'approprier et de faire comme si. Mais l'adoption nous a montré que c'est possible et la PMA nous montre qu'il peut y avoir des points de vulnérabilité. Il y avait comme ça, là encore, le fantasme chez la femme que son père, c'est-à-dire s'il y avait un don de sperme, c'est comme si elle avait trompé son mari. Eh bien sûr qu'il va falloir l'explorer, ça. Parce que si vous ne l'explorez pas, elle ne pourra pas mettre en position de père son mari. Et à ce moment-là, vous allez avoir un enfant qui, explorant sa filiation, va se rendre compte des points de vulnérabilité, et on va le retrouver là encore sur les plateaux de la rue en réclamant son père spermatique. Il n'y a plus de la rue. Je voudrais pas oublier la deuxième réponse à l'adoption simple. Là, oui, c'est ça. Oui, et là encore, votre question par rapport à l'adoption simple, ça fait partie, là encore, des projets de loi. Et pour nous, c'est quelque chose qui est une mauvaise solution à un vrai problème. C'est-à-dire que l'adoption simple ne peut correspondre qu'à des cas extrêmement rares où les enfants sont extrêmement grands, et dans ces cas-là, il est important de ne pas rompre. Le plus souvent, ce sont des adoptions qui se font, soit les adoptions du conjoint, soit les adoptions... Oui, là, l'adoption simple, mais en ce qui concerne la protection de l'enfance, où l'adoption est l'un des moyens de la protection de l'enfance,
la filiation qui protège le mieux l'enfant, c'est l'adoption plénière. Et là, je vous engage à lire le rapport de Catherine Hess et de Pierre Nave, qui ont fait un remarquable rapport sur le délaissement. Donc, je vous rappelle, le délaissement, c'est lorsque la loi vient interrompre une filiation pour retirer l'enfant de chez des parents qui ont soit maltraité, soit délaissé l'enfant. Et là, vous avez, dans 98% du rapport, ils expliquent à quel point ces parents sont toxiques vers l'enfant. Cela entraîne des traces, parfois définitives, c'est très compliqué, et ils disent donc la solution, c'est l'article 350, c'est-à-dire de retirer cet enfant-là pour le rendre adoptable. Alors pour moi, l'article 350, c'est pas pour rendre adoptable les enfants, c'est simplement parce que c'est une mesure de protection de l'enfant. Et ensuite, ils terminent le rapport avec « et peut-être qu'il faudrait étudier l'adoption simple ». Je dis non. Maintenir un lien de filiation avec des parents qui ont été maltraitants, cela n'a aucun sens, à moins de vouloir, là encore, le faire par culpabilité, etc. C'est-à-dire, lorsque l'État décide qu'il y a eu maltraitance, que l'enfant, justement, il faut interrompre sa filiation, soit, c'est-à-dire il faut assumer cet acte, mais si on est toujours dans une idéalisation du lien biologique, il y aura toujours une culpabilité à interrompre une filiation biologique. Voilà, je vais passer la parole à Raphaël Nizan, c'est le grand témoin. Petit frère et grand témoin. Oui, petit frère et grand témoin, j'arrive pas à me couper mes effets, mais le frangin Israël n'a pas forcément fait un beau cadeau à l'autre frère, parce que arriver à synthétiser et à donner son avis, d'autant que j'ai entendu tout à l'heure la petite conversation entre les deux, surtout tu n'interviens pas en tant que politique, tu interviens en tant qu'être humain. Alors, être humain, oui. Non, mais c'est ça, Israël, je ne trahis pas. Hein. Citoyen, pardon, bien sûr. Je ne trahis pas, en tout cas, hein, je ne trahis pas. Simplement, en tant que citoyen, quelle est votre opinion? Mais je vous préviens tout de suite, on va conclure par 2-3 minutes sur une question très politique que j'ai envie de vous poser. Mais ça, c'est moi qui le fais, c'est pas le frangin qui a monté le coup. Hein. Oui. Voilà. Alors, on a entendu des choses très intéressantes et très incroyables. On a sincèrement le sentiment que ça mériterait au moins 1, voire 2, voire 3 heures de plus. Ça, c'est clair. Et je sais que ça fait des frustrés parmi vous, des gens qui voulaient poser des questions. C'est tout l'intérêt de ce forum. Qu'est-ce que vous retenez de fondamental dans tout ce qui était dit, et peut-être même non dit ici? Mais il y a un certain nombre d'éléments qui n'ont rien à voir les uns avec les autres, mais que j'ai relevés moi personnellement. Le premier, c'est un choc peut-être quantitatif. Quand j'entends 3000 à 4000 adoptions dans l'ensemble du pays, c'est très peu, mais c'est quand même beaucoup lorsque l'on considère que c'est sur 30 000 au niveau international. Donc c'est que la France aurait une sorte de quota de 10% des adoptions qui seraient réalisées dans le monde. C'est la 9e place sur le plan de tous les pays. Ce qui est quand même très important. En valeur absolue ou relative? Relative avec la proportion de la population, c'est la 9e. Une autre notion, on a beaucoup parlé des politiques, alors on m'avait dit de ne considérer pas les choses comme politiques, mais il me semble quand même que ça n'est pas inintéressant. D'abord, les conseils généraux, il se trouve que je suis également conseiller général, et que en tant que politique, alors j'y suis depuis moins d'1 an, mais on n'a jamais parlé de cette question. Je veux dire, c'est géré par la technostructure. Et donc, les politiques ne sont pas saisis de cette question. Ça, c'est ou ne s'en sont pas saisis. Ça, c'est une autre paire de manches. Mais toujours est-il que dans aucune... Et pourtant, je me suis inscrit dans 2 commissions qui m'intéressaient plus particulièrement, la commission culture et la commission solidarité. La solidarité gère donc le social, et en commission solidarité, on n'a jamais évoqué cela. Donc, premier point de réflexion pour moi, on a souvent dit les uns ou les autres, le politique comme ci ou politique comme ça, vous madame, ces messieurs qui... je me suis retrouvé à une table avec ces messieurs, j'ai quand même envie de les défendre d'une certaine façon en disant que le fait de réfléchir comme nous le faisons sur ces questions en France est déjà révolutionnaire. Parce que lorsqu'on dit voilà, la France s'est mal comportée au Tchad, oui, mais est-ce qu'il y a une réflexion au Tchad? Elle s'est mal comportée en Haïti. Est-ce que ces pays peuvent avoir, eux, une réflexion aussi aboutie sur ces questions-là? Et donc, notre démocratie française a quand même du bon. Je voulais quand même le redire, parce que ces messieurs, ils sont chargés de gérer de l'argent public. Alors, il est normal
qu'ils réfléchissent avant d'engager de l'argent public. Alors ensuite, peut-être que leurs conceptions sont éculées sur années et qu'elles n'ont aucun intérêt au moment où ils les expriment, ou qu'elles sont fondées sur des présupposés anciens. Mais il n'empêche qu'avant d'engager de l'argent public dans un programme public, il y a nécessité d'une réflexion. Tout comme avant une adoption, tout comme avant tout fait qui va engager l'humain. J'ai entendu une notion qui, moi, en tant que juriste, m'a fait vraiment aussi beaucoup réfléchir. Le doute bénéficie à l'enfant. Alors ça, c'est extraordinaire parce que c'est tiré d'une notion juridique qui est codifiée et qui était la première. Le doute bénéficie à l'accusé, tout le monde le connaît. Ensuite de cela, on en a retiré, mais ça a été codifié, on en a retiré le doute bénéficie aux salariés. Construction jurisprudentielle qui est entrée dans le Code du travail par la suite, et le doute bénéficie à l'enfant. Où est-ce que ça se trouve? Est-ce que c'est dans les textes? Si ça n'y est pas, ben, c'est peut-être le moment de faire entrer cela dans les textes, parce que c'est quelque chose de très fort. Le doute bénéficie à l'enfant. Et sans doute, aurais-je envie de dire, l'enfant a besoin d'amour en premier. C'est vrai que je dis là quelque chose que vous avez dû entendre très souvent, peut-être trop souvent, et que sous le prétexte d'amour, on fait ensuite toutes les bêtises. Mais il n'empêche, enfin bon, moi, sans connaître, sans avoir vos connaissances encyclopédiques sur cette thématique-là, j'ai la faiblesse de penser que l'enfant grandit mieux s'il a de l'amour. Et j'ai été très, très frappé par votre phrase, le père spermatique est absurde. Et je la trouve là aussi très intéressante, fondatrice. Alors quand on dit cela, je pense qu'effectivement notre responsabilité à tous, c'est peut-être de ne pas répondre à toute demande sociale. Parce qu'il y a une demande sociale qui est de connaître les origines, et on se dit l'enfant a droit à connaître ses origines une fois devenu adulte. Oui, mais alors un certain nombre de personnes éclairées disent « Ah, mais c'est peut-être pas ça, une demande intéressante ». N'empêche que ce sont quelques personnes qui vont dire ça et qui se dressent contre le corps social. Donc à partir de quand une demande devient-elle légitime, qu'elle soit individuelle, familiale ou sociale? Je crois que ça touche à des questions qui vont beaucoup plus loin que l'adoption, mais je me suis quand même posé cette question.